Bonjour à tous, Blandine Sorbe, je suis directrice générale adjointe du musée du Quai Branly. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous ici aujourd'hui au musée pour ce colloque sur les plateformes de partage de vidéos. Je vous souhaite un très bon après-midi de réflexion. J'ai vu votre programme qui est extrêmement dense, donc je crains que vous n'ayez pas beaucoup de temps pour vous promener dans le musée, mais j'en profite quand même pour rappeler que les espaces d'exposition sont ouverts jusqu'à 19h. Donc nous avons un certain nombre de 3 expositions temporaires, ce qui est rare, en parallèle actuellement sur des sujets extrêmement différents. Donc statistiquement, il y a forcément au moins un des 3 sujets qui vous intéressent. Et donc je vous incite, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, à y revenir à une autre occasion. Je ne monopolise pas la parole parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'interventions prévues qui vont s'enchaîner rapidement. Et je cède tout de suite la parole à Suzanne Nikolchev, directrice exécutive de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui co-organise donc cet événement avec le ministère de la Culture aujourd'hui, et vous souhaite un très bel après-midi de réflexion sur cette thématique passionnante. Bon. Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale déléguée adjointe du musée, Madame la présidente de l'Observatoire, chers membres du conseil exécutif de l'Observatoire, Monsieur le président du comité consultatif de l'Observatoire et chers membres de ce comité, chers collègues du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de m'adresser à vous dans ce cadre magnifique et de constater le vif intérêt que suscite cette conférence. J'ose aussi interpréter votre présence comme une manifestation de votre intérêt pour les travaux de l'Observatoire européen de l'audiovisuel que j'ai le grand plaisir de servir comme directrice exécutive. J'aimerais d'emblée répondre à une question qui, je le sais par expérience, plane sur cette salle. Qu'est-ce que cet observatoire et que fait-il? Pour situer l'observatoire est un accord partiel du Conseil de l'Europe basé à Strasbourg. Au-delà de l'aspect institutionnel, en 2 phrases, l'Observatoire, c'est une équipe de 25 personnes, donc petite mais costaude, qui collecte et diffuse des informations relatives à l'industrie audiovisuelle en Europe. Ces informations portent sur les marchés de la télévision, du cinéma et des services en ligne, sur le cadre juridique, et tout cela pour notre 41 pays membres de l'Observatoire. Bien sûr, la France compte parmi nos membres et, il faut le préciser, un membre fondateur. La France, qui est représentée par le ministère de la Culture, assume cette année la présidence de l'Observatoire. Et c'est grâce au soutien de la présidence française que nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème des plateformes de partage de vidéos. Permettez-moi de relever que les plateformes n'ont pas le monopole du partage. L'Observatoire en a même fait sa spécialité, qui, plus, est à titre gratuit. Quoique le développement rapide du secteur, combiné aux ressources limitées de l'Observatoire, nous donne beaucoup de travail et donc exige que nous fassions preuve d'une très, très grande créativité au quotidien. Non, notre partage prend la forme de la mise à disposition d'informations. Il vise à promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension du fonctionnement de l'industrie audiovisuelle européenne. Et cela nous semble assez nécessaire au égard à notre sujet d'aujourd'hui, les plateformes de partage de vidéos, tant d'un point de vue économique que juridique. Pendant cette conférence, les chefs des 2 départements de l'Observatoire vont faire la tour des connaissances que l'Observatoire a rassemblées à ce jour sur des aspects économiques
et juridiques clés concernant les plateformes. Leurs présentations vous donneront une première idée de la complexité du sujet et des défis qu'il présente. Elles démontreront également que la cartographie et les analyses comparatives des caractéristiques du marché et de la réglementation des plateformes au niveau européen sont essentielles pour le développement du secteur. Et devant ce besoin croissant d'informations, l'Observatoire sait d'ores et déjà que ce thème est amené à prendre une belle place dans un portefeuille d'activités déjà bien garni. À l'Observatoire, la division des tâches est claire. Il y a d'une part les collègues qui sont responsables d'annoncer les bonnes nouvelles et d'autre part ceux qui sont chargés des mauvaises nouvelles. Dans cet esprit, mes collègues partageront volontiers leur expertise et les résultats de leur recherche avec vous. Quant à moi, il me revient de vous annoncer que, malgré tout l'intérêt qu'il représente pour ces travaux, l'Observatoire sera bien en peine de vous fournir certains chiffres. Je veux parler, vous l'avez sans doute deviné, des revenus des plateformes. Prenez YouTube, par exemple, dont les chiffres ne sont assurément pas très partagés. Évidemment, cela pose nos limites à éclairer la situation économique et juridique du secteur et à promouvoir la transparence. Mais les choses changent doucement, au moins sur quelques aspects. À cet égard, la révision de la directive services de médias audiovisuels nous sera d'une grande aide. Comme vous le savez, la directive obligera chaque régulateur à fournir à la Commission européenne une liste des services sur lesquels il exerce son contrôle. Ces précieuses informations nous permettront de compléter l'image du secteur, puisqu'elles nous permettront d'y intégrer de façon satisfaisante les plateformes de partage. Vous conviendrez avec moi que ces perspectives sont autant de bonnes raisons de rester intéressés et fidèles à l'Observatoire. Je vous adresse à toutes et à tous mes remerciements les plus chaleureux pour votre soutien sans faille à nos travaux. Merci. Chère Blandine Sorbe, directrice générale déléguée du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, chère Suzanne Nicolchef, directrice exécutive de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, chère Nathalie Sonac, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a accepté de modérer la première table ronde de ce colloque, cher François Quinton, chef du service INA Global et modérateur de la seconde plateforme, chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous faire part du regret de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, de ne pouvoir s'exprimer devant vous aujourd'hui, comme elle l'avait prévu initialement, en raison d'un agenda qui est particulièrement chargé ces jours-ci entre, vous l'avez peut-être suivi, la réforme de l'audiovisuel public et la discussion au Parlement des lois sur la manipulation de l'information. Vous connaissez l'attachement de Françoise Nyssen à la création d'une Europe de la culture, par la culture et donc aussi par l'audiovisuel. C'est un attachement dont témoigne, je crois, son investissement personnel dans toutes les grandes négociations en cours depuis sa nomination il y a un peu plus d'1 an. Elle m'a donc demandé de vous faire part de ses regrets et aussi de la représenter aujourd'hui pour ouvrir ce colloque et vous dire quelques mots. Je tiens avant cela à remercier chaleureusement le musée du Quai Branly Jacques Chirac pour son accueil aujourd'hui. Ce musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques est une ruse culturelle qui incarne parfaitement le lien entre des civilisations que l'on considère parfois comme lointaines et les regards connectés de notre époque qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. C'était donc le lieu idéal pour accueillir ce colloque. Pour l'anecdote, Édouard Branly, dont le musée
porte le nom, fut le précurseur de la radioconduction, formidable innovation du XIXe siècle qui allait ouvrir plus tard la voie à la radio et à l'ensemble des développements de la diffusion des œuvres et des contenus. Et nous sommes donc ici, 130 années plus tard, réunis pour évoquer les technologies de diffusion des contenus culturels, des œuvres de l'esprit, qui ne cessent d'évoluer et qui affectent aussi bien les conditions d'accès à ces contenus que le financement de la création. Le colloque s'inscrit donc dans le cadre de la présidence française de l'Observatoire européen de l'audiovisuel que vient de nous présenter Suzanne Nicolchef. Je ne paraphraserai pas ce qu'elle a dit beaucoup mieux et précisément que moi, et plus précisément que moi. Il faut simplement avoir à l'esprit que l'Observatoire européen de l'audiovisuel a pour mission de fournir des données fiables, complètes, régulièrement mises à jour dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la radio et des nouveaux médias, et ce pour les 41 États qui en sont membres. Et c'est donc un défi considérable, avec des moyens limités, qui ne peut être relevé qu'en s'appuyant sur plusieurs réseaux de correspondants qui fournissent dans chaque État ou de manière transnationale les ressources indispensables à cette mission. Et je tiens au passage à remercier chacune de ces sources d'information qui contribuent au bout du compte à un objectif partagé de transparence. La transparence, elle est indispensable pour comprendre les modèles économiques, pour éventuellement pallier leurs insuffisances, et c'est au bout du compte également une exigence démocratique. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cette année en France la présidence. Vous le savez, l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux supports et de nouveaux usages a créé de formidables opportunités pour la diffusion des œuvres. J'y insiste, on parle souvent des risques, des menaces. On va y venir, mais ces nouvelles technologies sont d'abord une formidable opportunité en termes d'accès, en termes de diffusion, en termes de créativité. Mais, nous le savons aussi, ces évolutions sont porteuses de menaces, et particulièrement pour les conditions du financement de la création auxquelles nous sommes attachés. Les services de vidéo à la demande, de partage de vidéos, tels que respectivement Netflix ou YouTube, tirent profit de la création, mais, on le sait, ne contribuent qu'imparfaitement à son financement. Il en résulte une tension, une contradiction, un besoin de réponse qui sont au cœur de ce colloque. Lors de la première table ronde, une étude vous sera présentée qui analyse le modèle économique des plateformes de partage de vidéos. Sans en dévoiler le contenu qui sera présenté, quelques indications. Que dit-elle? D'abord que le partage de vidéos, qui reposait à l'origine essentiellement sur les contenus générés et postés par les utilisateurs, les contenus dits UGC, évolue constamment et de plus en plus avec un centre de gravité qui se déplace vers la distribution de contenus amateurs, semi-professionnels et de plus en plus professionnels, ce qui évidemment questionne la relation de ces plateformes aux médias traditionnels, qu'ils puissent devenir, par exemple pour les chaînes de télévision, un outil de promotion de leur contenu et également une fenêtre de diffusion supplémentaire, peut-être dans un plus lointain futur, une fenêtre de diffusion à part entière, voire principale, on ne le sait pas encore. Une des difficultés, Suzanne Nicolchef l'a rappelé, pour appréhender correctement le rôle de ces plateformes dans la chaîne de valeur de la création et donc dans l'équilibre, voire l'équité du partage de la valeur, tient au manque de données, à l'absence de transparence, à l'insuffisance de transparence sur les revenus publicitaires de ces acteurs. C'est une des difficultés que nous essayons de surmonter étude après étude. Ce qui est certain, c'est que quelques acteurs, deux en particulier, Facebook, Google, tirent aujourd'hui l'essentiel de leurs revenus, et ce sont des acteurs majeurs de la publicité, et surtout, alors même que le marché publicitaire en ligne est le seul qui soit dynamique, porteur, c'est d'ailleurs le premier marché publicitaire un peu partout en Europe devant la télévision, eh bien, la croissance de ce marché est complètement accaparée par ces acteurs, voire au-delà. On dit parfois qu'ils prennent plus que 100% de la croissance, ce qui veut dire que pour les autres, il reste une croissance négative. Évidemment, la question qui se pose d'un point de vue économique, pour nous tous, c'est comment les médias traditionnels, qui sont porteurs d'une ambition, de valeurs, comment ils peuvent s'inscrire et résister à cette dynamique concurrentielle et notamment à mobiliser le potentiel vidéo sur Internet. Cette question
du rôle économique des plateformes dans l'écosystème audiovisuel, elle conduit évidemment tout de suite à s'interroger sur le cadre juridique qui encadre leur activité et qui est l'objet de la seconde table ronde. Parce que les dimensions économiques et juridiques dialoguent étroitement. Parce que, nous le savons tous, la concurrence qui oppose nouveaux acteurs et médias historiques n'est pas pleinement équitable, le mot est parfois faible, elle est marquée par des failles de marché, elle est marquée par des stratégies d'optimisation fiscale que l'Union européenne, il faut le reconnaître, a parfois encouragé, elle est marquée par des asymétries de régulation criantes. Et la place prise par les plateformes dans l'écosystème audiovisuel et plus largement dans la diffusion de contenu rend plus que jamais nécessaire l'instauration de règles du jeu équitables entre tous les acteurs. C'est évidemment nécessaire pour préserver la vitalité de la création autant que pour la protection des publics. Car protéger les publics des publicités trop intrusives ou dangereuses, protéger les publics contre des contenus haineux ou contre la manipulation de l'information, cela a aussi un coût. C'est un élément qui pèse sur la concurrence que se livrent des acteurs et il faut le prendre en compte et le traiter par une régulation équitable qui place tout le monde autant qu'il est possible sur un pied d'égalité et ce dans plusieurs domaines. Et ce sont tous ces domaines que en France, avec de nombreux autres partenaires européens, nous essayons d'explorer depuis quelques années. Tout d'abord, et de façon évidente, il faut une équité du point de vue fiscal, et la France, de ce point de vue, soutient la proposition de la Commission de taxer le chiffre d'affaires des géants du numérique en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans chaque pays, afin d'instaurer une fiscalité équitable et qui permette de contribuer réellement aux politiques publiques, parmi lesquelles les politiques publiques culturelles. Il faut responsabiliser ces grands acteurs en matière de protection des contenus et de la propriété intellectuelle, ce qui conduit à aborder la question de la contrefaçon commerciale en ligne. La directive en cours de négociation sur le droit d'auteur a enfin vu un mandat donné au Conseil, par le Conseil à la présidence bulgare, il y a quelques semaines, de reconnaître la responsabilité des plateformes qui organisent la mise à disposition massive de contenus, ces mêmes acteurs qui jusqu'à présent pouvaient se retrancher derrière leur statut de simple hébergeur. C'est une avancée extrêmement importante, conceptuellement. Elle doit permettre de donner lieu à un meilleur partage de la valeur entre les ayants droit et les plateformes, même si nous savons tous que ce n'est pas la fin de l'histoire et qu'il y aura d'autres progrès à accomplir en ce sens. Autre exemple de régulation potentiellement asymétrique qui intéresse beaucoup d'acteurs présents ici, même s'il est sur un champ différent de celui du partage de la valeur, c'est le règlement e-privacy en cours de négociation également au sein du Conseil Télécom, où l'on voit bien, là encore, un souci légitime de protéger les données personnelles des utilisateurs, de même que le cadre de responsabilité allégée des plateformes vise à développer l'activité économique. Eh bien, le règlement e-privacy vise à protéger la vie privée et les données personnelles, mais il peut aboutir à un résultat paradoxal, presque absurde, mortifère en tout cas pour les modèles économiques des acteurs traditionnels, qui est de renforcer encore la position dominante des grands acteurs du numérique, qui ont un accès naturel, natif, comme on dit aujourd'hui, aux données personnelles, parce que pour y accéder, eh bien, il faut se loguer, comme on dit, ou bien parce qu'il faut faire une recherche sur un moteur, et qu'en faisant une recherche, eh bien, on donne des indications sur qui on est et ce que l'on aime. Et donc, ces acteurs ont un accès à cet atout décisif que constituent les données, accès que l'on voudrait rendre plus difficile pour les acteurs traditionnels. Donc là aussi, nous sommes, je dirais, à la lutte, en ayant en tête la complexité des questions et la légitimité des intérêts en cause, mais avec la volonté farouche de préserver le modèle économique, le modèle de service parfois aussi, des acteurs qui fondent notre exception culturelle. Alors bien sûr, il y a la directive des services de médias audiovisuels, avec l'accord trouvé au trilogue il y a quelques semaines, et qui est une étape décisive pour laquelle je veux saluer les représentants de la Commission, certains sont ici, les négociateurs qui sont pour certains présents et qui ont dégagé un accord politique ambitieux sur ce texte qui a vocation à être adopté avant la fin de l'année. Ce compromis contient 2 avancées majeures, parmi d'autres dispositions, car elles sont beaucoup plus nombreuses que cela. La première porte sur les plateformes de partage de vidéos.
y compris les réseaux sociaux, qui devront veiller à ce que les contenus qu'elles diffusent ne portent pas préjudice aux mineurs, ne contiennent pas de contenu violent ou haineux et ne fassent pas l'apologie du terrorisme. C'est un peu à l'écart de nos considérations de modèles économiques, mais c'est absolument central d'un point de vue démocratique et citoyen. Deuxième grande catégorie d'avancées, s'agissant des obligations financières des services de médias audiovisuels proprement dit, le fait que s'appliquera désormais le principe du pays de destination, c'est-à-dire la réglementation des pays auxquels les œuvres sont destinées et non plus celle des pays dans lesquels ils sont établis. Cela veut dire concrètement que Amazon, Netflix devront demain investir dans la production d'œuvres européennes la même part de leur chiffre d'affaires réalisé en France que leurs concurrents français. Et sans citer personne, quand on voit un acteur historique structurant pour le financement de la création audiovisuelle et cinématographique en France, voir sa contribution diminuer sous l'effet de la perte de ses abonnés, eh bien, on sent bien que cette perte d'abonnés, elle est liée aussi à l'émergence de nouveaux acteurs. La capacité à inclure ces nouveaux acteurs dans le financement est décisive. Enfin, à cette évolution s'ajoute la création d'un quota minimum d'œuvres européennes de 30% dans le catalogue des services de médias à la demande. Cela a été l'objet d'âpres débats. C'est un des acquis que la ministre, avec ses nombreux soutiens en France et en Europe, a pu obtenir il y a à peu près un an. Et cela marque là aussi une ambition très encourageante. Et au total, un résultat sur lequel nous n'aurions pas parié il y a 3 ans et qui est un vrai motif de satisfaction, même si, là encore, ce n'est pas la fin de l'histoire, ne serait-ce que parce qu'il faut transposer ces diverses dispositions. On dit souvent, pour illustrer le soi-disant déclin européen, pour critiquer notre modèle, que, je cite, « l'Amérique invente, l'Asie reproduit, l'Europe régule ». C'est une façon de, quelque part, expliquer les raisons de notre retard. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes persuadés que c'est l'inverse, et que c'est l'absence de régulation, en tout cas son inadaptation à l'évolution des usages, qui menace le modèle culturel français, sa vitalité, son rôle pour la diffusion des œuvres, son rôle économique également, et que nous avons au contraire toutes les raisons d'être volontaires et volontaristes en matière de régulation, et c'est le message que je voulais porter aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Et évidemment, on ne peut que se réjouir des évolutions observées au cours des derniers mois que j'ai rappelées, mais il reste beaucoup à faire et beaucoup de questions se posent à nous, particulièrement s'agissant des plateformes de partage de vidéos. La première, comment faire coexister ces plateformes avec le cadre juridique mis en place au début des années 2000 dans le cadre de la directive e-commerce, cette directive qui exonère ou limite la responsabilité des hébergeurs. Les frontières sont de plus en plus floues entre, d'une part, des éditeurs de contenu qui sont responsables financièrement, juridiquement, à tous égards, et de l'autre, des intermédiaires techniques passifs dont la responsabilité est très limitée. Il y a entre les deux, évidemment, des acteurs majeurs qu'il faut pouvoir appréhender. Deuxième question, la directive SMA, c'est très bien pour les services de médias audiovisuels proprement dit, mais quid des services qui ne sont pas des services de médias audiovisuels au sens de la directive, et on est au cœur du sujet. Comment les intégrer intelligemment dans le financement et la promotion des contenus audiovisuels européens? C'est une des questions auxquelles vous pourrez sans doute apporter des réponses. En tout cas, il nous semble que nous ne pouvons pas attendre encore 10 ans, qui est aujourd'hui le rythme classique de révision de la régulation audiovisuelle européenne. Nous ne pouvons pas attendre 10 ans pour apporter des réponses à ces questions, et c'est ce que la seconde étude de l'Observatoire éclairera tout à l'heure à travers un état des lieux comparé des initiatives nationales prises dans les différents États membres et de la législation européenne. Dans ce cadre, les autorités publiques auront tout leur rôle à jouer, elles auront aussi un rôle à inventer, avec de nouvelles formes de régulation. L'autorégulation, assurément, ce n'est pas assez. La corégulation, ça peut être une solution. Nous nous y essayons, par exemple, dans le cadre de la lutte contre les fausses informations. C'est un débat que le CSA, plus largement celui de la corégulation, porte haut sur la place publique française. Ce sont les thèmes sur lesquels vous devrez évidemment, sur lesquels vous aurez à échanger et sur lesquels je suis confiant que vos échanges nourriront nos prochaines étapes d'évolution de la régulation audiovisuelle. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je vous laisse maintenant entre les mains de Nathalie Sonac
membre du CSA, experte de la régulation économique, juridique, de la régulation en général, et modératrice de notre première table ronde. Et je remercie également François Quinton, qui modérera la seconde table, ainsi que tous les intervenants qui ont accepté de s'y joindre. Merci beaucoup. Très bien, merci. Très bien. Bonjour à tous. Ce que je souhaiterais dans les 15 prochaines minutes, c'est vous présenter quelques extraits d'une étude que l'Observatoire vient de terminer sur les plateformes de partage vidéo et sur le partage vidéo de manière générale. On emploie parfois le terme plateforme de manière assez large, donc j'insiste à nouveau que vous n'entendrez pas parler de services de médias audiovisuels dans ma présentation, ni mentionner le terme de Netflix. Je vais me centrer sur le partage de vidéos. Quand on a commencé cette analyse au début de l'année, fondamentalement, on se posait 3 questions en fait. Est-ce que l'évolution qu'on pressent de l'offre des plateformes de partage vers des investissements dans les programmes, en tout cas tels qu'ils sont relatés dans la presse, annonçait finalement un changement de nature pour les voir entrer en concurrence avec les autres services de médias audiovisuels tels que les chaînes de télévision ou les services de VOD. C'était la première question. La deuxième question, c'était une question sur comment se faire une idée un peu précise de l'audience réelle et en particulier comment mettre en lumière ou en comparaison cette audience avec les autres médias audiovisuels dits plus ou moins traditionnels. Et puis la troisième question, c'est une question plutôt sur les modèles économiques, c'est-à-dire comment sont financées ces plateformes et quel poids elles pèsent sur le marché de l'audiovisuel. Donc ça, ce sont les 3 points que je vais développer dans les minutes qui viennent. Je voudrais paradoxalement commencer par une conclusion. En fait, le simple fait de suivre de près l'actualité de ces plateformes au cours des 6 derniers mois montre qu'on est face à un modèle qui n'est pas stabilisé, en fait, et qui évolue en permanence, qui évolue quant aux accords avec les ayants droit, quant aux investissements avec les programmes, y compris quant à l'organisation, au marketing de l'offre. Voilà, donc ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, je me disais avant de commencer cette présentation que si j'avais eu à faire une présentation sur le secteur, mettons, des chaînes de télévision, j'aurais parlé probablement sous le terme chaîne de télévision de milliers de chaînes et de centaines de groupes. Voilà. En réalité, comme vous allez le voir, on parle derrière un titre générique d'un très petit nombre d'acteurs significatifs du point de vue économique, et c'est donc une singularité en tant que telle de ce secteur. Derrière la marque générale plateforme de partage de vidéos, on parle en réalité d'une poignée d'acteurs. Voilà, donc je vais rentrer un peu dans le détail, et les premiers éléments que je voulais partager avec vous, c'était finalement les questions autour de l'évolution de l'offre. J'ai intitulé cette partie « Les frontières floues du partage de vidéos » parce que je crois que c'est l'une de leurs caractéristiques aujourd'hui, c'est qu'il est plus compliqué de comprendre exactement où elle commence et où elle s'arrête. On fait un petit retour en arrière. On était à l'origine des contenus essentiellement postés par les utilisateurs, plutôt face à des plateformes relativement spécialistes qui offraient un service et un service de partage de vidéos. YouTube, Vimeo, Dailymotion en sont des incarnations. Le paysage, c'est un peu compliqué finalement, avec la possibilité donnée aux utilisateurs de réseaux sociaux également de poster des vidéos. Et au fur et à mesure, les réseaux sociaux ont pris leur indépendance par rapport à ces plateformes spécialistes. À l'origine, sur Facebook,
ont posté des liens vers YouTube en réalité. Et puis petit à petit, Facebook est devenu en tant que tel un hébergeur de ces plateformes. Donc première idée, on est presque par nature dans une activité, le partage de vidéos, qui met en présence des acteurs, des entreprises qui n'ont pas nécessairement le même contour de leurs activités. Le deuxième élément, et là je vais prendre l'exemple de YouTube, c'est que l'activité de partage de vidéos s'inscrit dans une gamme de services audiovisuels, pour prendre ce terme, qui est plus large que le partage de vidéos. Donc il y a YouTube en termes de partage de vidéos, il y a un service de streaming live qui est YouTube Live. Sur YouTube, je ne suis pas sûr que le service soit extrêmement connu, mais il y a un service de vidéo à la demande transactionnelle qui est disponible, qui est un service de VAD tout à fait traditionnel. Et puis, pas en France, mais aux États-Unis, il y a un service de distribution de chaînes de télévision, en fait. Donc on peut s'abonner à un package de chaînes de télévision. Donc le partage de vidéos est un élément d'une offre audiovisuelle qui est plus large. Ce qui a aussi, me semble-t-il, évolué, c'est la sophistication des modèles économiques. Et quand je vais parler de modèles économiques, il faut regarder deux choses. Le modèle économique de la plateforme elle-même et les relations avec les créateurs de contenu, ceux qui postent des contenus sur les plateformes. Pour être très caricatural, au démarrage, on était dans une situation donc, de financement exclusivement publicitaire de ces plateformes, sans nécessairement de redistribution de la publicité vers les détenteurs de droits et les créateurs. Dans un deuxième temps, s'est ouverte cette possibilité de partage des revenus publicitaires. Elle est intervenue sur YouTube, elle est intervenue naturellement beaucoup plus tard sur Facebook. Et donc, de ce point de vue-là, les plateformes, non seulement ont vendu de la publicité, mais sont venues des sortes de régies où se sont rémunérées sous forme de commissions. Commissions sous des modèles économiques qui se sont diversifiés, puisque a été progressivement proposé aux détenteurs de droits non seulement de financer leur contenu sur les plateformes par de la publicité, mais aussi de pouvoir créer des chaînes par abonnement, possibilité qui est arrivée sur YouTube et qui a disparu, de mettre leur contenu en paiement à l'acte, voire d'avoir des systèmes de pourboire, tipping, etc. Et donc, plus de possibilités de monétisation pour les créateurs, plus de variétés de commissions. Et puis on a vu apparaître dans une période récente, avec ce que j'ai appelé YouTube Red, et désolé, le terme n'est plus d'actualité, c'est désormais YouTube Premium, depuis que j'ai préparé ces slides, l'essai de modèles d'abonnement globaux à la plateforme, en fait. Donc des plateformes non pas payantes, non pas gratuites, mais des plateformes payantes. Puis ce qui me semble un des points clés de la discussion, c'est la question de l'évolution vers des contenus premium, même s'il y a toute une discussion à avoir sur les contenus premium. Je le disais, il me semble qu'on était à l'origine dans une phase d'hébergement de ces contenus postés par les utilisateurs dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il me semble que toutes les plateformes de partage de vidéos ont cherché à susciter l'apparition de ce qui est généralement appelé créateur, en fait, et donc de proposer à des créateurs des modalités particulières de collaboration. C'est quoi ces modalités particulières de collaboration? C'est avant tout un accès au partage de revenus, c'est-à-dire aux recettes publicitaires qui sont générées par leur programme vidéo. Mais il y a d'autres facettes à ces accords, des accords de formation, de la mise à disposition de ressources, des accords de gestion de droits dérivés, de droits à l'image, etc. Et puis, comme je le disais en introduction, c'était notre première question, on semble voir se dessiner depuis un an la notion d'investissement dans les programmes. Investissement dans les programmes, je dirais ici, au sens assez générique, de préfinancement des programmes plutôt que de simples modèles de partage de revenus publicitaires. Donc la question, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène d'investissement dans les programmes. Bon. À nouveau, après 6 mois de suivi et d'analyse à peu près en détail dans un environnement assez mouvant, je crois qu'aujourd'hui, on est encore assez largement dans une phase de test, en fait, de ce point de vue-là, chez les différents grands acteurs du partage de vidéos. Il semble qu'il y ait 2 axes. Un premier soit
de chercher à acquérir des droits de manière assez classique, mais qui sont des droits de nature événementielle, donc des droits de sport, ceux qui permettent de créer de l'événement live et de l'interaction. Et puis ensuite, un certain nombre de tests pour des formats de nature extrêmement divers, des documentaires, un peu de fiction, plutôt du programme court, mais un certain nombre d'autres essais. Mais je ne crois pas qu'on est aujourd'hui à un moment où il y a une stratégie éditoriale d'achat de droits clairement définie par les sociétés de partage. La deuxième manière de regarder cette question de l'investissement dans les programmes, c'est d'essayer de récupérer, avec toutes les difficultés qui ont été déjà soulignées, un certain nombre de données sur les montants investis, en fait, puis de les mettre un peu en balance avec les montants investis par les sociétés qui exploitent des services de médias audiovisuels. Les ordres de grandeur, c'est pour 2018, des montants annoncés de l'ordre du milliard d'euros pour Facebook, et pour YouTube de quelques centaines de millions de dollars en termes d'investissement dans les programmes. C'est significatif, c'est d'un autre côté des montants qui sont encore relativement modestes par rapport aux, d'un côté, acteurs historiques de l'audiovisuel, mais même par rapport aux grandes plateformes de SVOD. Et ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est de savoir que veut dire exactement financement et que veut dire exactement préfinancement. Et là encore, on n'est pas dans une situation qui est tout à fait stabilisée, parce que nous avons compris qu'il y a du partage de revenus publicitaires assorti de minima garantis, ce qui revient d'une certaine manière à introduire du préfinancement, et un certain nombre d'accords de licence, mais dans chacun des acteurs, des évolutions permanentes entre les différents modèles. Et donc une hésitation, je dirais même, entre un modèle traditionnel d'achat de droits ou un modèle qui est plus proche finalement d'un modèle de minima garantie publicitaire, mais sans acquisition des droits eux-mêmes du programme. Et je crois qu'on est encore à ce moment qui est en balance. Je voudrais proposer pour la discussion ensuite une hypothèse. On peut soit estimer finalement que ces acteurs sont en train de préparer leur entrée sur le marché de l'achat de droits et de fonctionner comme fonctionnent les chaînes de télévision ou les services de SVOD. Ou on peut aussi estimer, si vous me pardonnez l'expression, qu'ils cherchent aujourd'hui plutôt à amorcer la pompe de l'intérêt des producteurs, en fait, et donc à chercher à susciter l'arrivée sur les plateformes de contenu professionnel en accordant pendant une période de temps un certain nombre de minima garantis, mais que la stratégie d'arrivée n'est pas vraiment d'acheter des droits, mais plutôt de convaincre les candidats à placer ces produits, leurs programmes sur les plateformes, à venir prendre le risque de l'exploitation sur les plateformes. Voilà. Mais c'est une hypothèse. Voilà les éléments que je voulais partager sur l'évolution de l'offre. Quelques éléments sur le partage sur les usages. 2 éléments uniquement. Sur le fait que le partage de vidéos est massivement utilisé, les études abondent, donc ça veut dire qu'en termes de nombre de personnes qui consomment au moins une fois une vidéo par semaine, par mois, etc., il n'y a pas de doute que l'usage est tout à fait généralisé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, si on en croit les classements des chaînes préférées, par exemple, sur YouTube, on reste encore assez loin de l'œuvre audiovisuelle au sens classique, en tout cas. On voit dans les classements plutôt les chaînes de musique, les chaînes d'humour, les jeux vidéo, les programmes pratiques, etc., etc. Mais un usage qui est généralisé. Plus compliqué est d'essayer de voir ce que ça représente en termes de temps, puisque évidemment, il est intéressant de chercher à mettre en balance le temps passé à regarder ces vidéoclips, ces clips courts, avec le temps traditionnel consacré aux médias audiovisuels. Là, de mon point de vue, la meilleure source est une étude qui a été faite par l'Ofcom et qui donne une analyse extrêmement détaillée, non seulement des terminaux utilisés pour consommer de la vidéo, mais aussi de la nature des contenus. Et cette étude pour l'Ofcom, elle dit 2 choses. Elle dit que si on regarde le segment de ces clips courts et qu'on regarde la population adulte, 16 ans et plus, ça représente 3% du temps
passer à regarder de la vidéo. Hein. Donc, extrêmement loin derrière, évidemment, de la TV en direct, extrêmement loin derrière du rattrapage, mais aussi extrêmement loin derrière et après ce qui relève de la SVOD. Mais par contre, si on regarde sur les 6-15 ans, la proportion est d'ores et déjà extrêmement significative, puisque là, on parle de 20% du temps passé consacré totalement à regarder de la vidéo, consacré à ces programmes courts sur les sites de partage. Et enfin, mon dernier point sera un balayage des questions économiques qui peuvent se poser. Bon. Je pense qu'il faut réfléchir pour ces acteurs qui ont, comme je le disais tout à l'heure, des activités plus larges que le partage de vidéos, réfléchir à la question des revenus indirects ou des revenus directs. Et la question derrière, c'est est-ce que c'est uniquement le partage de vidéos qui constitue un centre de profit en tant que tel, ou est-ce que cette activité, elle vient aussi abonder des activités plus générales? Je pense que la réponse est le modèle économique repose sur les deux pieds, hein, et que il s'agit, quand on gère une plateforme de partage de vidéos, à la fois de contribuer à un trafic général du site qui va bien au-delà de la vidéo. Probablement, le fait de mettre de la vidéo sur un réseau social ne profite à l'ensemble du trafic sur le réseau social et pas uniquement, ne se traduit pas uniquement en consultation sur la vidéo. Et puis, on peut aussi penser que la consommation de vidéos est l'occasion de récolter des données complémentaires sous un angle différent qui viennent alimenter, là encore, un business plus général de qualification publicitaire basé sur des données générales. Donc ça, c'est la partie revenus indirects. Et puis, il y a les revenus directs. Et bien que, comme je le disais tout à l'heure, les plateformes aient diversifié leurs revenus, la publicité continue à représenter sans doute 95% des recettes. Et donc la difficulté, c'est combien ça représente. Voilà, donc Suzanne Nilkotcheff le disait tout à l'heure, on ne peut pas compter sur la publication des rapports d'activité des entreprises pour le savoir, donc on est obligé de faire un certain nombre d'approximations, en fait. Et je vais me concentrer sur la publicité vidéo, qui est une approximation, sans doute une mauvaise approximation, parce que on part de l'hypothèse, quand on regarde la publicité vidéo, que cette publicité vidéo n'est associée qu'à des contenus vidéo. Hein, et c'est une approximation, donc c'est un ordre de grandeur, en fait. Voilà. Et il est intéressant de mettre cette publicité vidéo en regard de la publicité télé, de manière générale, notamment pour s'interroger sur un éventuel effet de substitution. En photo, aujourd'hui, la publicité vidéo en ligne, qui n'est donc qu'une petite part de la vidéo, c'est un peu moins de 10% de l'ensemble de la publicité vidéo, télé et en ligne. Bon. Mais, donc c'est relativement encore minoritaire, mais premièrement, la croissance de la publicité vidéo en ligne est très supérieure à la croissance de la publicité télé. Et puis, deuxièmement, on peut aussi se demander si la télévision a relativement bien résisté jusqu'à présent à la concurrence de l'Internet, précisément parce que il n'y avait pas encore de vraie alternative à la publicité vidéo proposée par Internet, et qu'il peut y avoir un basculement avec la généralisation de la publicité vidéo sur Internet. Donc, sans doute un montant faible aujourd'hui, mais en même temps une dynamique très importante du côté de cette publicité vidéo. À qui va cette publicité vidéo? En ligne. Non. Là encore, on est obligé de se rapprocher d'estimations, mais ça rejoint le point que je disais en introduction, on ne parle pas d'un très grand nombre d'acteurs. Et la structure du partage de la publicité vidéo en ligne est la même que celle de la publicité en ligne généralement. Voilà. Et donc, les estimations disent que l'ensemble Facebook plus YouTube capte plus de 50% de cette publicité vidéo, que les chaînes de télévision, en particulier par leurs activités de replay, en captent 20%.
Voilà. Donc j'essaie de relier les deux arguments, la publicité vidéo en ligne comme éventuellement une vraie concurrence à la publicité télé, qui apparaît vraiment maintenant, mais qui est captée que marginalement ou minoritairement par les chaînes de télévision. Voilà. Dernier point en termes d'ouverture et de conclusion, on peut penser à des conséquences économiques un peu plus structurelles, sont un ensemble de questions. On peut se demander si on ne va pas assister à une sorte de polarisation des contenus, en fait, avec d'un côté le développement du temps passé et des contenus professionnels, semi-amateurs d'un côté, et de l'autre, un renforcement des contenus haut de gamme du côté de la télévision, comme contre-mesure face au développement de ces contenus pro-amateurs, une polarisation. C'est ma première question. La deuxième question, c'est qu'autour des créateurs se développe un nouveau marché, un nouveau segment de production, mais un nouveau segment de production qui est extraordinairement compétitif. Évidemment, des millions de créateurs et quelques centaines qui peuvent en vivre à l'arrivée. Et puis ma troisième note sera encore plus générale, presque un petit peu philosophique, mais c'est ce que j'appellerais la question de l'ubérisation de la distribution des programmes. Il me semble qu'il est possible que le développement des plateformes de partage ne soit pas uniquement une volonté d'aller investir dans les contenus, mais plutôt de développer une proposition à l'ensemble des détenteurs de droits, une solution de distribution universelle des programmes, en fait, et proposant à la fois aux détenteurs de droits, aux distributeurs, aux producteurs, aux chaînes de télévision, une solution permettant finalement de court-circuiter les réseaux de distribution traditionnels. Et donc proposant aux détenteurs de droits une solution pour mettre des programmes gratuits, payants, par abonnement, etc., mais dans un modèle économique très différent de celui des services de médias audiovisuels, c'est-à-dire n'achetant pas des programmes, mais mettant une solution de distribution à disposition. Si c'est une évolution qui se confirme, on ne serait donc dans un modèle où ces services de partage de vidéos n'investiraient pas durablement dans les programmes, mais simplement proposeraient de les distribuer, et donc dans lequel la question du préfinancement et de l'investissement des programmes serait déportée vers les producteurs et vers les détenteurs de droits. Voilà. Question extrêmement ouverte, mais je pense que c'est un angle sur lequel on peut également voir les plateformes, non seulement celle de leur éventuelle évolution vers les services de médias audiovisuels, mais peut-être aussi vers celle de solutions de distribution. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition en cas de questions. Merci. Merci beaucoup. Merci Gilles Fontaine pour cette présentation de l'étude, on l'a tous compris, extrêmement riche. Je tiens aussi à remercier Martin Adjari pour m'avoir fait cette proposition de modérer cette table ronde donc consacrée à Demain tous hybrides, une plateforme de partage de vidéos, donc de la diffusion à la création de contenu. Je crois que j'ai un petit message à vous faire passer, je vais essayer de le faire bien jusqu'au bout. Il y a un numéro de téléphone et un SMS qui s'affiche et vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct sur cette table ronde, mais j'imagine pour la suivante aussi. Alors, peut-être un petit mot, et pas trop long, bien entendu, d'introduction pour qu'on ait le plaisir d'échanger tous ensemble, mais pour en fait poser tout de même la problématique qui aujourd'hui nous rassemble. D'une part, les industries culturelles, depuis 15 ans, sont clairement au cœur d'une double révolution. On a à la fois une révolution industrielle qui bouleverse les modalités de production, de distribution, de promotion des biens et des services. Et puis, de l'autre côté, on a une révolution qui est de l'ordre cognitif, par laquelle les technologies ne se réduisent pas à de simples machines-outils, mais forment plutôt un environnement qui est englobant, au sein duquel les individus s'expriment, échangent, tissent des liens, travaillent, se divertissent, en un seul mot, vivent. Donc moi, ce que j'aime à dire, c'est que le numérique s'apparente à une lame de fond, dont les transformations majeures se sont traduites au fil des ans par une triple révolution. La première a l'air clairement technologique. On l'a évoqué, mais peut-être il est important d'y revenir. Le numérique offre de nouvelles modalités d'accès au contenu. Numérisation des signaux,
amélioration des réseaux, gain d'efficacité en matière de compression, de diffusion, généralisation d'équipements à des prix abordables. Tout ça nous donne la possibilité d'accès à une offre de contenu, et ça on l'aura bien vu avec l'étude présentée par Gilles Fontaine, des contenus de plus en plus riches et de plus en plus variés. Deuxième révolution, celle-ci est une révolution économique. On a conduit aujourd'hui, et elle a conduit aujourd'hui, à une restructuration du paysage audiovisuel qui progressivement voit l'arrivée en fait, des groupes de télécommunications. On voit l'arrivée d'acteurs spécialisés, je pense notamment à Netflix, et puis évidemment, on a l'arrivée d'acteurs mondiaux, ce qu'on appelle les GAFA, en particulier Google et Facebook. Ces derniers acteurs, ils ont investi l'ensemble de la chaîne de valeur de l'audiovisuel. Ils sont présents aussi bien en production qu'en diffusion, qu'en distribution du secteur de l'audiovisuel. Dès lors, ils se retrouvent en concurrence directe avec les chaînes de télévision. Ils exercent une pression concurrentielle extrêmement forte, génèrent des effets de réseau, des économies d'échelle, se développent à l'international et usent de très nombreuses stratégies de diversification. Ils bénéficient aussi, et évidemment nous aurons l'occasion d'y revenir, d'asymétrie. Alors d'asymétrie à la fois réglementaire et fiscale, qui remettent en cause non seulement les modalités de financement de la création originale européenne, mais aussi française, mais aussi les grands équilibres du secteur, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Dernière révolution, et pas des moindres, c'est la révolution des usages. Alors le numérique a donné naissance à ce qu'on appelle un nouveau téléspectateur, finalement, qui n'est plus simplement un simple récepteur. Il est aujourd'hui producteur de contenu, distributeur de contenu, mais aussi prescripteur de contenu. Donc c'est le téléspectateur, l'internaute, consommateur, qui se trouve au centre de ce nouvel écosystème où tous les acteurs économiques gravitent autour. Et ça a complètement changé aussi le paysage audiovisuel et la façon d'appréhender la chaîne de valeur. Donc le téléspectateur, ce qu'il veut, c'est consommer quand il veut, où il veut et comme il veut. Et demain s'offrira à lui la réalité virtuelle, des expériences qui seront personnalisées et totalement immersives. On le voit bien, ce que l'on a, ce sont des progrès technologiques, des nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux acteurs économiques et puis surtout des nouvelles consommations d'usage. Le numérique a totalement redistribué les cartes du secteur de l'audiovisuel. Ce changement de paradigme, triple révolution, mais aussi grande innovation technologique, ça oblige à revoir la manière de concevoir l'intervention de la puissance publique. Il est nécessaire pour les pouvoirs publics et les régulateurs de s'interroger finalement sur leur rôle respectif. Ils ont tous les deux à faire face à un double risque. On a un premier risque qui est un risque de surrégulation, et donc ça freinerait l'innovation et le développement du secteur audiovisuel dans son ensemble. Et puis il y a un risque de sous-régulation qui laisserait se développer des pratiques abusives, discriminatoires et totalement contraires aux gros objectifs de la loi 86, dont on pense en tout cas au CSA, qui sont toujours pertinents, la protection des publics, le financement de la création et la garantie du pluralisme. Sur notre territoire national, et vous le savez bien mieux que moi, on a une réflexion qui est engagée depuis plusieurs semaines autour notamment de l'audiovisuel public, mais aussi de la loi de 86. Et puis sur le territoire européen, une révision de la directive des services de médias audiovisuels, qu'on appelle la directive SMA, qui s'élabore depuis plusieurs mois. Elle arrive à son terme, demain, le 6 juin, est prévu que ça soit le dernier, a priori, trilogue en tout cas, entre les institutions européennes. L'objectif de cette directive, c'est aboutir à un marché numérique unique en Europe. Et pour ce faire, il faut à la fois la modernisation du cadre dans lequel doivent pouvoir exister anciens médias et nouveaux médias. Et ça, j'insiste aussi sur ce point, c'est que demain, on sait que la télévision sera numérique. On en est tous intimement convaincus. Cependant, aujourd'hui, on fonctionne encore sur deux jambes. C'est-à-dire qu'on essaie de construire cette télévision de demain, mais nous sommes encore largement aspirés par le modèle traditionnel. Donc il existe des législations, des règles qui peuvent être en contradiction entre un espace numérique totalement ouvert et puis un espace médiatique traditionnel qui est beaucoup plus contraint. Donc ce dont on a besoin pour nous développer, fabriquer des médias globaux, c'est d'une harmonisation de ce cadre réglementaire. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les propositions évidemment de la directive SMA, mais néanmoins il y a de nombreuses avancées qu'on peut noter. En tout cas moi j'en retiendrai deux.
La première, qui nous impacte, si j'ose dire, directement à cette table ronde, la première est l'extension du champ d'application de la directive aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux, aux plateformes de diffusion. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs, ces nouveaux acteurs, entrent dans le champ de la régulation de l'audiovisuel et dont on va pouvoir appliquer pour partie certaines règles, mais évidemment pas toutes, des médias traditionnels. Et puis enfin, ces plateformes, ce sont bien elles qui sont au cœur de notre colloque. Mais le deuxième élément qui me semble important, c'est de la volonté pour nous, c'est d'imposer des obligations aussi en matière de financement des programmes et de création, puisque c'est le deuxième pilier sur lequel on a besoin de s'appuyer. Donc on a bien des plateformes qui sont au cœur de la réflexion de ce colloque, de notre table ronde. Alors, avant de vous présenter mes interlocuteurs pour en débattre, peut-être quelques éléments supplémentaires que je propose de voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'on entend par plateforme? Parce que justement, et la raison pour laquelle je me permets de faire ces précisions-là, c'est que dans la discussion qu'on va avoir, on constate qu'il ne faut pas, en tout cas, confondre Netflix, par exemple, avec les acteurs que nous avait présentés à l'instant Gilles Fontaine, que sont YouTube et Facebook. Donc là, la définition, plusieurs définitions ont été proposées. Moi, je retiendrai celle du CNUM, qui est issu de son rapport Ambition numérique, Conseil national du numérique, pardon, et de son rapport Ambition numérique, et que le CSA, dans cette étude que nous avons publiée en 2016, qui s'appelait Plateforme et accès au contenu audiovisuel, nous avons retenu cette même définition. Donc une plateforme, c'est quoi? C'est un service qui occupe une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux informations, aux contenus et aux biens et services, le plus souvent édité et fourni par des tiers. Mon premier volet de la définition. Et second volet qui n'est pas des moindres, c'est qu'au-delà de la seule interface technique, la plateforme organise, hiérarchise ses contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux. Donc on a bien des acteurs qui sont compris dans notre aujourd'hui réflexion, les Facebook et les Google, on le laissera de côté, même si évidemment des questions peuvent se poser, mais néanmoins, au cœur ici n'est pas Netflix, mais véritablement ces plateformes Google et Facebook. Donc leur caractéristique, c'est s'inscrire dans un champ d'économie numérique qui se traduit par une croissance rapide, une échelle mondiale et des firmes qui occupent des positions dominantes, voire monopolistiques, c'est une question centrale pour des médias traditionnels. Deuxième caractéristique, une capacité à défier des marchés traditionnels, mais à en créer aussi de nouveaux. Opérer sur des marchés bifastes, donc elle génère d'énormes effets de réseau avec un rôle d'intermédiaire entre des groupes d'agents qui ont intérêt à agir. Je pense par exemple à des annonceurs versus des téléspectateurs, mais ça veut dire aussi, quand je dis annonceurs, téléspectateurs, ça veut dire achat d'espace en échange et achat d'espace publicitaire en échange de gratuité. Donc on voit bien que derrière ces marchés bifastes, il y a une économie qui embarque et qui a une incidence sur à la fois l'exposition des contenus et évidemment leur financiarisation. Et enfin, elle joue clairement un rôle clé dans la création de valeur, puisqu'elle capte une partie de la valeur qui est significative. Donc les plateformes, vous l'aurez compris, ça sera mon dernier mot, elles entraînent une évolution profonde de la structure industrielle du secteur de l'audiovisuel. C'est une nouvelle donne qui pose un certain nombre de difficultés, asymétrie fiscale, asymétrie réglementaire, et leur taille aussi pose des difficultés. Mais la problématique sur laquelle véritablement je souhaiterais me centrer ici, c'est quelles sont les opportunités que nous offrent le numérique et les plateformes. Volume de programmes a explosé, fenêtres d'exposition qui se sont multipliées. Elles constituent un véritable relais de croissance pour le développement du secteur traditionnel. Nouvelle grammaire inventée, nouveaux formats, nouvelles stratégies, besoin d'un nouveau cadre réglementaire. Vous l'aurez compris, ma question n'est pas de comment je vais barrer la route ou comment nous allons barrer la route aux plateformes, ni de comment répondre à une menace, mais plutôt comment équilibrer les positions de chacun, comment trouver un environnement sain pour l'ensemble des parties avec des contenus nouveaux qui les exposent. Alors enfin, on va commencer véritablement le débat. Autour de moi pour en parler, Anthony Level, qui est directeur des affaires réglementaires numériques du groupe TF1. Philippe Alessandri, qui est président du syndicat des producteurs du film d'animation, mais aussi président de la société de production Watch Next Media. Hélène Chartier, directrice générale du syndicat des régies publicitaires. Et aussi Renaud Levanquim, qui est producteur notamment de l'application, si j'ose dire, Brut, dont on va parler immédiatement. Juste avant, peut-être excuser évidemment Giuseppe Abamonte, qui est directeur politique média de la DG Connect et qui s'est retrouvé bloqué
dans son train entre Paris et Bruxelles, entre des grèves et la foudre. Il n'est pas parvenu jusqu'à nous. Voilà, donc il s'en excuse évidemment. Alors Renaud Levanquim, producteur de Brut, demain tous hybrides, de la diffusion, de la création de contenu, c'est le titre de notre table ronde. Donc je trouve qu'il vous va très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi Brut est un nouveau format? Déjà, en quoi c'est un nouveau format? Et puis on reviendra par après sur les questions de modèle économique, mais d'abord je voudrais savoir véritablement en quoi c'est un format, comment ça fonctionne, et comment finalement vous êtes... quelle est la place du média dans chaque économie, du média traditionnel et puis du média Facebook et Twitter? Tout d'abord, Brut, je dirais pas que c'est un nouveau format, ça utilise un nouveau format qui est le temps court, qui est le format utilisé maintenant de plus en plus, notamment sur les mobiles. Quand on a créé Brut il y a 1 an et demi, on disait c'est une plateforme digitale. 6 mois après, on a commencé à dire non, c'est une plateforme sociale. Et si je devais le résumer aujourd'hui, je dirais c'est une plateforme qui utilise les vidéos, mais qui engage les conversations. Donc, dans ce sens, elle correspond un peu à ces univers d'hébergement que sont Facebook, Twitter et dans une moindre mesure YouTube et Instagram, qui sont au-delà d'être des hébergeurs, qui sont des endroits qui alimentent et qui provoquent des conversations. Donc je dirais que après c'est venu d'une contestation, d'un fait très, très simple, c'est qu'on regardait beaucoup dans mon ancienne équipe, qui était une équipe de production télévisuelle, on regardait beaucoup de jeunes qui venaient et puis qui slidaient sur leur iPhone ou leur mobile vers la droite pour regarder les news. Et on leur disait, mais vous regardez les news sur Apple, donc votre fournisseur de news c'est Apple ou c'est Samsung, et vous savez même pas dans quelle source est à l'origine de la news que vous regardez sur votre mobile. Et on s'est dit, on aimerait bien faire une sorte de cartographie de la société d'aujourd'hui, notamment via l'information, mais pas que, pour cette génération de millennials qui est une génération qui aujourd'hui interagit entre 100 et 300 fois par jour sur son mobile. Il faut savoir et qui est une génération qui a appris, vous le disiez tout à l'heure, à produire, à éditer elle-même son propre contenu. Si on prend l'exemple de Facebook, puisqu'on en parlait, ça doit être pas loin de 60 milliards d'utilisateurs permanents. Et là-dessus, il doit y avoir, je crois, près de 300 millions de vidéos postées sur Instagram jour. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vidéos qui sont postées et eux-mêmes sont habitués au temps court. Donc on s'est dit 2 choses. On s'est dit on va essayer de faire un média, qui est un média d'engagement et de partage de conversation, qui passe beaucoup par la production d'infos, mais pas que, et qui puisse montrer un petit peu une cartographie de la société pour eux. Il passe ce média par effectivement la production de vidéos courtes, puisque aujourd'hui c'est le temps d'attention. Je crois que le temps d'attention pour les gens qui sont sur leur mobile, c'est autour de 9 secondes, quelque chose comme ça. Pour info, je crois que le poisson rouge c'est 8, donc on est dans ces temps-là. Et donc l'enjeu pour nous, c'était de se dire comment, sans être expéditif sur une information, produire une vidéo courte qui soit engageante dès 8 secondes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu le cœur métier des producteurs de télévision aussi, qui était de dire, ça passe beaucoup par l'image, qui est quand même, pour le coup, sur les mobiles, quelque chose qui permet de rassembler une information pour, si tant est qu'elle soit lisible, qu'elle soit claire, qu'elle soit évidemment rassemblée, concise, et surtout qu'elle provoque une forme d'intelligence émotionnelle qui fait qu'on s'engage tout de suite parce qu'on comprend quelque chose qui va nous engager sur la suite de la vidéo. Et donc on a créé ce média comme ça, et donc il s'est développé évidemment sur les plateformes essentiellement et sur les réseaux sociaux. Peut-être sur ce point-là, on est dans des formats hybrides. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est un format hybride, notamment lorsque une chaîne du groupe France Télévisions reprend vos vignettes? Oui. C'est un format hybride, mais ne serait-ce que, puisqu'on parle de France Télévisions, ne serait-ce que par la monétisation, puisque vous parliez tout à l'heure de monétisation, et alors sur ce média-là, en tout cas, on ne fait pas de publicité directement, on fait beaucoup de native advertising, mais on fait aussi de la syndication de contenu, ce qu'on fait évidemment avec France Télévisions, qui reprend l'ensemble des vidéos qu'ils souhaitent et sur leur espace digital, mais également sur France Info, sous forme de modules courts. Après, il se trouve que moi, d'expérience, avant de m'intéresser à l'usage, mais d'expérience, on était habitué déjà à fabriquer pour la télévision des émissions où je mettais énormément de programmes courts à l'intérieur de l'émission. On a créé une émission quotidienne qui était une forme de tranche horaire dans laquelle il y avait un certain nombre de programmes courts qui étaient des rendez-vous qui venaient rythmer la tranche, mais il y avait déjà une forme il y avait quelque chose d'hybride dans ce show quotidien, puisqu'il y avait énormément de produits courts. Il y avait au moins 6 produits courts qui étaient des programmes qui
qui étaient à des endroits très spécifiques et précis, avec des rendez-vous aux mêmes horaires pour une consommation qui était double. En fait. Bon, mais vous avez toujours été un précurseur, et donc effectivement, pas vraiment, là, mais... une application assez... Non, là, on s'est surtout calé sur l'usage, en fait. Dans son usage. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être dans le même état d'esprit, pour rester dans les contenus, Philippe Alessandri, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état actuel de la consommation, notamment de l'animation sur ces nouvelles plateformes? Comment elles se consomment? Qu'est-ce qui est véhiculé? Ouais, il y a à peu près 4 types de contenus. Animation sur les plateformes en ligne, de partage de vidéos en ligne, pardon. Et assez peu de contenu inédit et exclusif, parce que l'animation, contrairement à d'autres genres, est un genre assez cher à produire, et donc le premium reste cantonné aux chaînes de télévision et aux plateformes de SVOD qui investissent en préachat dans ces programmes-là. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur les plateformes de partage de vidéos en ligne? On trouve à la fois des vieux catalogues, c'est-à-dire des épisodes d'anciennes séries qui sont plus diffusés nulle part, que les chaînes ne veulent plus acheter, et donc on les retrouve parfois en intégralité sur YouTube. On trouve du contenu promotionnel, c'est-à-dire des contenus un peu plus nouveaux, qui ont été diffusés dans l'année qui précède sur les chaînes de télévision, parce qu'il y a souvent un holdback de 1 an, une exclusivité d'1 an total pour les chaînes, et puis au bout d'1 an, les producteurs vont vouloir assurer la promotion de leur œuvre et de leurs personnages, et donc vont monter des clips éditorialisés. Donc c'est des extraits éditorialisés. Alors par exemple, sur une série que j'avais produite qui s'appelait Foot de rue, on avait édité avec Zodiac les plus beaux buts des 114 épisodes de la série. Bon, ça marchait très très bien sur... On trouve également quelques contenus originaux, et là on a soit des contenus, mais ils sont très rares, soit des contenus de très basse qualité pour les enfants. C'est beaucoup de comptines chantées dans toutes les langues du monde et qui sont mises en images, en animation 2D ou 3D. Et puis on trouve également des contenus, là encore assez low cost, comme le disait Gilles Fontaine, qui sont des contenus d'animation pour adultes. Et ça, il y a une raison particulière, c'est que comme l'animation pour adultes est encore assez peu représentée dans les chaînes de télévision, à l'exception des États-Unis, en Europe, il n'y a pas de créneau à la télévision ou sur la plateforme SVOD pour cette animation-là. Et donc, elle trouve à s'exprimer sur les plateformes de vidéo en ligne. Mais est-ce que ces plateformes sont véritablement la seule porte d'entrée pour atteindre le jeune public? Parce qu'on parle beaucoup du jeune public, et l'étude, là aussi, le met en évidence sur qui consomme, comment consomme-t-il. Est-ce que c'est une porte d'entrée? Est-ce que c'est la seule porte d'entrée? Est-ce que c'est une porte d'entrée à laquelle, si on... C'est certainement pas la meilleure porte d'entrée, parce que aujourd'hui, on ne peut pas citer, malgré le nombre incroyable de vues sur l'animation et sur, en général, la thématique enfant sur YouTube, qui est extrêmement forte, on ne peut pas citer un programme dont la notoriété soit née sur YouTube. En fait, YouTube YouTube et toutes les plateformes de vidéos en ligne sont une chambre d'écho, une caisse de résonance, absolument, du succès créé par les chaînes de télévision. Alors le seul exemple contraire qu'on pourrait citer, mais là encore c'est une série télé, c'est une série télé russe dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Masha et Mishka. Elle a été produite pour la télévision russe, et comme les producteurs russes n'arrivaient pas à l'exporter, ils l'ont mis sur YouTube. Ça a généré énormément de vues, et donc les chaînes occidentales s'y sont intéressées. Mais c'est le seul contre-exemple qu'on peut trouver. Sinon, c'est exactement les mêmes succès en télé qui sont répercutés sur le numérique. Et d'ailleurs, les acteurs américains ne s'y sont pas trompés. Eux qui ont souvent une longueur d'avance sur nous, tiennent encore à cette stratégie de diffusion hertzienne. Disney, Cartoon Network, le groupe Turner donc, ou le groupe Viacom, sont candidats dès qu'ils le peuvent pour obtenir des fréquences terrestres. Il n'y a que le service public français pour éventuellement imaginer, abandonner une fréquence terrestre qui lui permet de toucher 100% des enfants. Puisque je rappelle que 25% des enfants, malheureusement les plus démunis, les plus pauvres, dans les foyers les plus modestes, n'ont accès à la télévision que via la TNT. Oui, c'était le moment ou jamais en même temps. C'est bien tenté, c'est réussi.
peut-être, sans rebondir sur ce point-là, mais néanmoins, ce que vous êtes en train de nous dire, Philippe Alessandri, c'est que finalement, on est encore, est-ce que peut-être les propos que je tenais dans mon introduction, on est véritablement encore sur des économies sur deux jambes, et le secteur traditionnel est encore extrêmement puissant, extrêmement important, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, innover sur ces plateformes et sur les contenus qui sont particulièrement apprécié par... enfin, dont le support est particulièrement apprécié par les plus jeunes, mais ne pas non plus aller trop vite. Alors, c'est toute la difficulté, évidemment, vous imaginez bien, pour des réformes ou des régulateurs, c'est-à-dire quel est le bon rythme. Une fois encore, si on est trop en deçà, eh bien, on freine la régulation. Si on est trop au-dessus, eh bien, finalement, on est trop cadré et on n'y arrive pas non plus. Donc, c'est un point sur lequel on reviendra sur, finalement, le cadre réglementaire, mais la façon dont on consomme. Peut-être, maintenant, la parole à Anthony Leveul, vous êtes du groupe TF1. Comment TF1 s'engage lui aussi, ce groupe, dans cette nouvelle stratégie, dans ce nouvel univers numérique? Il y a une fois encore, comment finalement le numérique constitue une opportunité pour nos groupes, et en l'occurrence le premier groupe européen de chaînes de télévision, qui est TF1. Alors, merci Nathalie. Tout d'abord, avant de répondre à ta question, quelques mots sur le rapport. Le rapport qu'on a trouvé, vraiment, on félicite l'Observatoire européen de l'audiovisuel pour la qualité et la richesse du rapport, dans lequel TF1 finalement se retrouve complètement, y compris dans ses non-dits, je dirais. Alors à partir de là, comment rajouter de la richesse à un rapport déjà riche? 3 idées générales. Qui ne sont pas vraiment riches pour le coup, mais voilà, qui permettent de recadrer un peu le débat. On constate que le temps général de consommation finalement des écrans, c'est celui-là qui augmente. C'est pas véritablement le temps de la télévision qui baisse. C'est finalement tout le monde regarde plus des écrans de tailles diverses et à des moments et à des endroits divers. Ensuite, l'élément majeur du futur, c'est la croissance du mobile, puisque c'est là que tout va se jouer. Mobile étant donc effectivement amené à avoir une grosse place de marché et boosté par l'arrivée de la 5G. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une guerre, parmi l'ensemble des guerres commerciales internationales aujourd'hui, il y a la guerre de la 5G entre la Chine et les USA notamment. Et puis le dernier point, pour faire le lien avec la télé, c'est qu'on constate encore aujourd'hui que finalement le Graal des youtubeurs et autres créateurs de plateformes, ça reste la télévision. C'est-à-dire qu'ils ont l'ambition de passer à la télévision. J'en veux pour preuve par exemple le Palma Show, dans la catégorie humour, mais également Studio Bagel. Naturellement, j'ai envie de dire qu'il y a des synergies entre les chaînes et le Studio Bagel en question, mais qui avant tout investit les plateformes. Et puis, j'y reviendrai, mais le groupe TF1 avait une plateforme de partage vidéo elle-même pendant 10 ans, très peu connue, mais quand même, qui s'appelait Watt.tv. Et la promesse de Watt.tv pour les youtubeurs, c'était si vous êtes sélectionné par Watt, vous avez la possibilité de passer à la télévision. Alors certes, sur TF1 le vendredi soir à 1h du matin, mais quand même, c'était juste pour faire le lien avec effectivement les passerelles qu'il existe aujourd'hui avec la télévision et qui est toujours, a priori, pour le moment, le Graal des youtubeurs. Alors je voudrais juste resituer TF1 dans cet univers effectivement qui s'est complexifié. TF1, c'est un groupe qui est multi-chaînes, on a 5 chaînes en clair, et leur déclinaison digitale et leur accessibilité évidemment en ligne. Au-delà de la télévision de rattrapage, on a aussi des bonus, des sites transactionnels de VOD. C'est un groupe qui est multimétier, multimédia, qui essaie de se réinventer, qui innove et qui s'internalise. Quelques actualités donc, pour illustrer ça. Le rachat récent du groupe Au Féminin, de la part du groupe TF1, qui a été autorisé récemment par l'autorité de la concurrence. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir la motivation de l'autorité de la concurrence pour autoriser le rachat, puisqu'elle se borne à dire, en fait, vu la place que prend Facebook et Google, je ne pense pas que ce rachat ait une quelconque influence sur le marché publicitaire. On est vraiment dans le partage, nous aussi, puisque la baseline de TF1, je vous le rappelle, c'est partager des ondes positives. Donc c'est un mot qui, finalement, quand même reste très à la mode et qui, finalement, est quand même avant tout un kaléidoscope de choses différentes. Dans le contenu, alors ça vous paraît pas digital comme ça, mais en fait si, on a racheté également le groupe de production Newen. Newen, c'est par exemple Plus belle la vie, le magazine de la santé, ou Demain vous appartient, donc c'est de la fiction avant tout, du documentaire, de beaucoup de choses, et un déploiement à l'international, puisque Newen est déjà finalement très imprégné d'international. C'est aussi des initiatives en termes de start-up. Par exemple, TF1 dispose d'un fonds d'investissement de start-up de plusieurs millions d'euros. Elle participe à Station F d'Xavier Niel, et puis elle était par exemple le Media Lab de Vivatech récemment. Alors, c'est intéressant, merci d'avoir invité TF1, puisque TF1, malgré ce qu'on peut en penser comme ça directement, c'est quand même un groupe qui a une vision, et le seul au monde, à avoir une vision 360 des plateformes de partage de vidéos. Je m'explique. On a les 4 faces. La première phase, c'est, quand les plateformes sont arrivées en 2005-2006, une phase de protection, tout simplement, puisqu'on a vu arriver nos contenus, les contenus qu'on achetait ou qu'on produisait sur les plateformes, sans aucune autorisation de notre part, donc il fallait essayer de s'en préserver. Et donc,
aujourd'hui, on alimente, par exemple, la majeure partie des systèmes de prévention et de retrait des contenus nous appartenant sur les plateformes, avec des outils, j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est le volet défensif, premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'on, je ne sais pas si vous voulez l'appeler offensif ou défensif, c'est qu'on a été les seuls aussi, à l'exception de Viacom aux États-Unis et Mediaset, à attaquer ces plateformes du fait de la présence de nos contenus chez eux. Donc, contentieux qu'on a gagné contre Dailymotion, qu'on a né environ à 1,5 million, et puis une transaction s'est faite avant l'appel avec YouTube, ayant donné naissance à des synergies industrielles fortes entre le groupe TF1 et le groupe Google. Comme quoi, des contentieux peuvent souvent aussi se transformer en quelque chose de positif in fine, mais encore faut-il y aller. Ça, c'est la deuxième face, donc qui donne une expertise intéressante aussi sur le plan judiciaire. La troisième face, c'est que on utilise ces plateformes aussi dans un but de promotion de nos contenus, c'est-à-dire ramener l'internaute vers la télévision ou vers nos assets numériques, tout simplement en mettant des teasers, du matériel promotionnel ou des saisons déjà un peu passées sur ces sites-là. Pour, encore une fois, j'y reviens, pour faire arriver l'audience chez nous. Donc c'est un vrai driver d'audience, on constate d'ailleurs plus Facebook que YouTube sur ce driving-là. On a évidemment aussi investi ces plateformes au travers de MCN, on a fait de la croissance externe avec le Multi-Channel Network Studio 71, qui est le troisième au monde. On a une part là-dedans, et on a d'autres actifs aussi, du type sur Twitch, par exemple, la régie publicitaire exclusive en France de Twitch, c'était TF1 Publicité. Donc, on connaît bien l'environnement des plateformes. Alors, le titre de la conférence est amusant, c'était Demain tous hybrides. Demain tous hybrides. En fait, c'était hier. Vous l'avez compris, c'était hier qu'on était hybride. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Pourquoi demain, c'était hier? Alors, déjà, l'hybridation, je ferai une petite aparté. L'hybridation, il faut faire toujours attention, y compris en génétique, à ne pas créer des monstres. L'hybridation, en fait, nous, on s'est hybridé hier, c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire qu'on avait une plateforme de partage, mais on n'a pas été les seuls. Vous vous souvenez certainement pas, mais M6 aussi, mais pendant 6 mois seulement, avait sa plateforme qui s'appelait Wideo, et le marketing, c'était, je ne sais pas pourquoi je l'ai retenu, ça va être un effet du cerveau, c'est plein de Wideo à war. Voilà, c'est tout ce que j'avais retenu exactement de cette plateforme. Mais en tout cas, M6 s'y était aussi aventuré dans l'hybridation. Mais donc, c'est pas de l'hybridation. Là, on parle d'hybridation des plateformes. Mais les groupes comme audiovisuels ont tous hybridé. Il y a eu Dailymotion. D'ailleurs, c'est intéressant juste de se poser 1 minute sur Dailymotion, puisqu'elle a un parcours très intéressant. Dailymotion, tout à l'heure, j'entendais parler des idées qui étaient aux États-Unis. L'idée de la plateforme de partage de vidéos, elle est française et elle est chez Dailymotion. En 2005, il y a une anecdote autour d'un retour de voyage d'une personne, d'un des fondateurs, qui a trouvé une technique pour envoyer ses souvenirs de voyage en vidéo directement à un autre endroit par un serveur. Et ça a créé Dailymotion, qui a ensuite été copié. Ça vous rappelle peut-être aussi la puce électronique il y a quelques années. Donc effectivement, je partage le constat du directeur général tout à l'heure, qui est de dire qu'effectivement, on a des idées, on n'a pas que de la régulation. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste avant de continuer, je vous redonnerai la parole. Je vois qu'il y a quelques questions sur le modèle économique de Brut et sur des questions sur celui de l'animation. Je reviendrai par après sur le modèle économique. Peut-être un dernier tour de table, si j'ose dire, mais je reviendrai à Brut par après. À Hélène Chartier, pour qu'on ait quand même le tour de piste final. On a vu les contenus, on a vu l'éditeur traditionnel. Moi, j'aimerais bien qu'on se tourne à présent, merci beaucoup à Mme Chartier, d'être avec nous, vers la publicité, parce que finalement, vous êtes... le nerf de la guerre. Hein. Donc, comment ça se passe en publicité? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le marché de la publicité numérique? Et Pascal Regard constatera que je n'ai pas dit digital. Alors, je vais recontextualiser. Alors, c'est le syndicat des régies Internet publicitaires, mais sur le digital. On a autant d'acteurs issus des médias historiques, dont TF1 par exemple, que des médias numériques, dont Dailymotion, dont on vient de parler. Donc on est vraiment sur le numérique sous toutes ses formes. Donc le marché de la publicité digitale en France est estimé par l'Institut, par le cabinet de conseil PwC, et il estime 100% du marché. Donc les chiffres sont globaux et ils incluent Facebook et YouTube. C'est toujours intéressant parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas leurs chiffres individuellement, mais on les inclut dans les chiffres que je vais vous donner. Alors on a un prisme un peu différent que celui que M. Fontaine a donné, donc j'y reviendrai tout de suite après. Donc le marché de la publicité digitale en France, c'est 4 milliards d'euros pour l'année 2017. C'est un marché qui est en croissance forte. Je crois qu'entre 2016 et 2017, on était à 12%. On est quand même largement en deçà de la croissance de ce marché-là dans les marchés anglo-saxons, comme aux États-Unis et en Angleterre, où ils sont à plus de 20% depuis plusieurs années. Mais quand même, c'est un marché publicitaire en croissance, ce qui n'est pas le cas des autres médias.
Alors c'est évidemment c'est un métamédia, parce que ce média-là, bien sûr, il est numéro 1 devant la télévision, devant la presse, mais ce média-là, on va reprendre le mot, hein, il est hybride, puisque contribue aux 34% que représente le digital dans l'économie des médias, 34% du plurimédia, contribue évidemment la digitalisation des médias historiques. On va y retrouver tout ce qui peut être revenu issu de la vidéo pour les groupes de télé, tout ce qui est issu du digital pour les groupes de presse. Donc ce 34%, il est énorme par rapport aux 28% de la télévision ou aux 18% de la presse, mais il se redistribue sur les médias historiques. Alors, ce chiffre-là n'existe pas, oui, mais il devrait bientôt exister parce qu'on est en train d'essayer justement de comprendre comment ces 34% contribuent aussi à la croissance ou à la moins mauvaise décroissance des autres médias. Alors, pour bien comprendre, les annonceurs dépensent en moyenne... Alors, c'est les recettes des médias. Oui, donc, les recettes des médias. Les annonceurs dépensent en moyenne 30 milliards d'euros en dépenses de communication. 20 milliards partent dans tout ce qu'on appelle le hors-média, marketing, publicité en ligne, emailing, etc. Et en gros, 10 à 11 milliards sont investis dans les médias traditionnels, que sont la presse, la radio, le cinéma, l'affichage, la télévision et maintenant Internet. Ouais. Et si je zoome sur ces entre 10 et 11 milliards, j'en ai plus de 4 milliards qui partent sur Internet et 3,3 milliards sur la télévision, le média télé. Voilà, donc on est au-dessus de la télévision. Je disais, donc on est à 34% de ce gâteau-là. 4 milliards-là, d'accord. Voilà, 34% quand la télé a 28 et la presse 18. C'est le seul chiffre que j'ai en tête. Donc évidemment, l'idée, ce serait aussi de savoir comment ces 34% se redistribuent sur la presse et la télévision. Donc on va s'attacher à creuser ce chiffre-là. Alors une fois qu'on a dit 4 milliards, oui. Ce 4 milliards, ce sont des vraies poupées russes. Donc je vais essayer de les découper le plus de façon explicite en essayant de ne pas trop vous embrouiller parce que tout est dans tout. Donc, donc sur les 4 milliards, il y a déjà 2 milliards qui sont affectés au search. Le search, ce sont les recherches par mot. C'est principalement Google. Je dis bien principalement. Quand on parle principalement, c'est une part de marché de plus de 90%. Donc il y a déjà 2 milliards qui sont affectés au search. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle d'une façon large, le display. Le display, ça comprend la vidéo, ça comprend les bannières, ça comprend les opérations spéciales, ça comprend tout ce qu'on peut appeler le native advertising, l'audio digital, voilà ce qu'on met dans ce grand ensemble. Et le display, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Donc, dans ce 1,5 milliard est inclus la vidéo, est inclus aussi le display social. Dans le social, bien sûr, on va retrouver des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Alors, une petite parenthèse par rapport au chiffre qui a été donné tout à l'heure, nous n'incluons pas YouTube comme un réseau social. Nous incluons YouTube. On ne le considère pas comme un réseau social, on le considère comme une plateforme de distribution. Donc, c'est pour ça que nous, on a un prisme un peu différent dans les chiffres que je vais vous donner. On a la vidéo, et à l'intérieur de la vidéo, on peut avoir la vidéo sociale et la vidéo plus généralement, comme on a ça dans le display. Donc, au sein du display, ce 1,5 milliard, on a des dynamiques très contrastées. Oui. Donc, on a des dynamiques très contrastées, pardon. Quand on regarde tout ce qui est justement le social, donc les réseaux dont je viens de parler, et tous les autres acteurs. Le social, on a une dynamique à plus 48%, ce qui est énorme, hein, ça, on repart du chiffre de tout à l'heure de plus 12, donc voilà. Et pour les autres acteurs, on est à plus 4. Donc on a déjà une énorme disparité dans les dynamiques de croissance dès qu'on regarde le social et le hors social. Donc maintenant, si on se remet sur notre 1,5 milliard, incluant donc le social et le hors social, la vidéo représente près de 40%. Donc c'est vraiment le format qui a le plus progressé ces dernières années. Ça, c'est intéressant. Il représente donc près de 40% de ce marché-là, c'est à peu près 600 millions, avec une croissance entre 2016 et 2017 de plus 38%. Donc c'est vraiment le format qui vraiment a chamboulé la dynamique de ce marché-là. Et là, encore une fois, on va retrouver un prisme très intéressant ou très clivant sur les dynamiques différentes si on regarde la vidéo sociale ou la vidéo hors sociale. Et si on regarde la vidéo sociale, on a évidemment une dynamique très forte avec un plus 90% qui est évidemment drivé
principalement par Facebook. Facebook est un acteur qui a complètement chamboulé la face de ce marché-là depuis, on va dire, 3 ans, grosso modo, 2-3 ans. Et puis, les autres acteurs, donc dans les autres acteurs, il y a évidemment les télévisions, mais pas que, qui sont quand même à plus 16%. Alors évidemment, mis en rapport au plus 90, ça paraît peu, mais plus 16, c'est quand même énorme sur un marché publicitaire français qui est souvent flat, voire en décroissance. Donc voilà où on en est. Donc 600 millions pour la vidéo. Et encore une fois, si on regarde le split de ces 600 millions entre le social et le hors-social, on est à 60% pour le hors-social. Donc il reste 40% pour YouTube et les autres acteurs, puisque nous ne mettons pas YouTube dans le social. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ce... Non, mais pour ce panorama. Alors, c'est un peu compliqué parce que les chiffres s'imbriquent, mais voilà. Tous les chiffres sont disponibles sur notre site srifrance.org. Non, mais au cas où. Ça aussi, c'est fait. Vous n'avez pas pris les notes. Non, merci beaucoup pour ce panorama. Évidemment, on reviendra sur les chiffres, mais qui, une fois encore, je le disais, sont au cœur de ce modèle. Alors, on retourne sur les contenus, et notamment avec la plateforme, si j'ose dire, ou l'application Brut, Renaud. Une question avait été posée par SMS et extrêmement intéressante, à savoir, finalement, quel est le modèle d'affaires, voilà, le modèle économique ou modèle d'affaires de Brut, quel revenu et quelle redistribution? Pour te faire plaisir, je dirais que c'est un modèle mixte. La réalité, c'est qu'au départ, on a souhaité quand même se développer essentiellement sur les réseaux sociaux, YouTube n'étant pas un réseau social, je suis d'accord, donc essentiellement sur le plus important, c'est-à-dire sur Facebook. Oui. Et on a en gros 3 voire 4 modèles de revenus pour pouvoir gérer en tout cas la partie française de Brut, la partie étrangère, puisque Brut s'est installé aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, et puis va ouvrir dans quelques autres territoires. On est plus dans un modèle de start-up où ce sont des fonds qui viennent nous aider à nous développer. Mais sur la France, qui est rentable à la fin de l'année, on a du native advertising, on en parlait il y a 2 secondes, qui a un avantage pour nous, c'est qu'on crée une histoire avec les marques, mais on produit nos vidéos, on les distribue, on les édite nous-mêmes. Ça, c'est en gros, on a près de 30% de nos revenus qui viennent du native advertising aujourd'hui, c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle la production de contenu sponsorisé par des marques. Alors, c'est pas vraiment du sponsoring. Le native, c'est créer une histoire nous-mêmes en vidéo, mais qu'on propose aux marques et qu'on fait avec elles, mais qu'on produit nous-mêmes et qu'on édite nous-mêmes. Voilà. Le sponsoring, je crois qu'il va s'ouvrir. Ils vont tester. Alors, on est bêta-testeur pour Facebook d'un certain nombre de procédés. On parlait de partenariat avec les grands réseaux sociaux. L'un des partenariats importants avec Facebook, c'est la capacité à échanger de l'industrie et puis des nouveaux Legos et des nouveaux outils pour progresser. Mais le sponsoring n'est pas encore en application là, mais il va s'ouvrir en tout cas. Le sponsoring au sens le sponsoring télévision. Ouais. On fait de la syndication de contenu, on en parlé tout à l'heure, puisqu'on a eu la chance, dès le début, quand c'était pas la mode, de le faire avec France Télévisions, et qui a cru. Et puis on a un nouveau métier, je dirais que c'est un métier d'agence sociale. On est allé voir, par exemple, c'est un exemple parmi 2 ou 3, on est allé voir Clear Channel, qui est donc un afficheur qui fait de l'affichage public, notamment en vidéo, dans un certain nombre de villes de France, et on leur a proposé de faire un média urbain. On leur a dit, faisons un peu l'inverse de ce qui s'est fait à la télévision jusqu'alors, c'est-à-dire mettre de la publicité dans les chaînes commerciales, en tout cas entre les programmes ou dans les programmes, et si on mettait du contenu entre les pubs. Et on leur a proposé de fabriquer du contenu de 30 secondes, qui est en gros l'attention qu'on a, je pense, dans la rue, dans l'espace urbain, oui. En muet et avec de la typographie, avec du texte, qui raconte un peu la vie des villes. Et ce qu'on a fait, donc ça, c'est ce boulot d'agence sociale qu'on a commencé avec eux, puis qu'on poursuit avec Air France, ça devient une vraie source de revenus pour nous. Voilà. Et puis, après, on s'est développé sur les réseaux sociaux, mais on n'échappera pas à ça et on pense que c'est important. Brut va faire finalement, ça n'est pas une pour l'instant, mais une application, donc va travailler avec Apple, qui est une source de revenus importante, va se déployer sur YouTube, qui est une plateforme de vidéo, mais qui n'est pas un réseau social, et là, va s'installer aussi avec Snapchat, notamment en Inde. J'en profite lâchement pour avoir le micro. Finalement, j'ai entendu dire que Free est participé au financement de Brut, ou en tout cas est présent dans le financement de Brut, ou pas du tout? Free est présent dans le financement de la holding de Brut qui s'appelle Together, qui est la suite que j'ai créée. Et il est venu au départ dans cette société. Par exemple, quand vous achetez des droits du foot comme vous pourriez en faire quelque chose? On s'est demandé si on n'avait pas candidaté à un moment donné, mais il fallait qu'on soit backé parce que Brut est une jeune société qui n'a pas le cash pour pouvoir se payer les droits du foot. Il fallait être backé par un opérateur et ça n'a pas été le cas, donc on n'a pas candidaté. Pas encore, d'accord. Philippe Alessandri, pour revenir aussi sur le financement des contenus et vous, l'animation sur ces plateformes et le partage surtout de la valeur. Alors pour l'instant, il y a
modèle économique pour le retraitement de contenus existants, c'est-à-dire de contenus qui ont été produits pour la télévision ou les plateformes SVOD, qui a été préfinancé par ces clients-là, et qu'on va rééditorialiser pour YouTube. Alors à ce moment-là, les coûts, il y avait une question qui concernait les coûts de numérisation. Alors on produit est déjà en numérique, mais enfin il y a des coûts techniques effectivement afférents à la mise en ligne sur ces plateformes, et il y a surtout des coûts d'éditorialisation. Le montage d'extraits par exemple en est un, et aller rechercher ensuite cet extrait dans toutes les langues, les versions linguistiques disponibles de la série d'animation, ça représente un coût. Et il y a un autre coût qu'on ne voit pas, qui est le coût de gestion de la promotion sur l'outil plateforme. Aujourd'hui, il faut être extrêmement actif avec l'algorithme de YouTube pour faire exister et propager ces vidéos sur Internet. Alors, lorsqu'on a une propriété connue, elle peut générer suffisamment de vues pour générer des revenus reversés par YouTube qui permettent d'amortir ces coûts. Peut-être même parfois d'être bénéficiaire dans les meilleurs cas. En revanche, il n'y a pas encore de modèle économique pour la création originale. La raison pour laquelle il n'y a pas de modèle économique, c'est à la fois parce que l'animation, comme la fiction, coûte plus cher à fabriquer que d'être seul dans sa chambre face à une caméra, et ce n'est pas du tout péjoratif pour ce genre de programme. Et ça, c'est la première raison, c'est que le programme est cher à produire. La deuxième raison, c'est que la publicité générée sur les plateformes de partage de vidéos en ligne est relativement faible par rapport à ce qu'est le bénéfice de la publicité sur la télévision. Le CPM, le coût pour 1000, est très très faible sur les plateformes de vidéos en ligne. Et c'est un des éléments qui devrait, je pense, être ajouté à l'étude de Gilles Fontaine, c'est comment se comporte le CPM depuis que ces plateformes sont arrivées. Il était beaucoup plus haut, il a baissé, il est très bas, très inférieur à celui des chaînes de télévision. C'est le cas aussi pour le replay. Et donc, le risque auquel on est tous confrontés, c'est un risque de destruction massive de valeur. La publicité en télévision, elle est réglementée et limitée. Limitée par le nombre de chaînes, limitée par le nombre de minutes autorisées par heure, réglementée. Ce n'est pas le cas sur les plateformes de vidéo en ligne. Oui. Il y a une infinie disponibilité d'écrans publicitaires. Et ça entraîne donc une baisse du coût pour 1000, qui est extrêmement bas aujourd'hui. Moi, je vous donne des chiffres qui circulent dans le secteur de l'anime. Alors, ils sont peut-être plus élevés. Le coût pour 1000 est peut-être plus élevé chez TF1 qui a des accords spéciaux, et ce serait intéressant de connaître vos coûts. Mais nous, on estime que le coût pour 1000 dans les pays occidentaux, je dis bien dans les pays occidentaux, dans tous les pays émergents, il est bien inférieur. Il est de 3 $, donc pour 1000 vues. Là-dessus, YouTube va prélever sa commission de 45%, donc il va rester 1,60 $, à peu près 1,65 $ pour le créateur de contenu. Mais ce prix-là ne va pas s'appliquer sur l'ensemble des vidéos, parce qu'il n'y a pas 100% de taux de remplissage, comme je disais tout à l'heure. Il y a à peu près un taux de remplissage de 40%. Donc là encore, vous avez un abattement de 60%. Et donc au final, vous avez un rendement pour le créateur d'à peu près 70 cents, 60 centimes d'euros pour le créateur de contenu. Alors avec 1 million de vues, ça génère 600 ou 700 euros pour le créateur de contenu. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de quoi financer la création originale. D'accord, juste un tout petit mot avant de laisser la parole à Anthony Leveul. Je lis sur les SMS qu'on n'a pas parlé d'auteurs, on ne parle que des auteurs. C'est pas parce qu'effectivement nous n'avons pas prononcé le mot, et pardon, prononçons-le, mais ils sont évidemment au cœur de cette problématique. Lorsqu'on parle de contenu, on parle d'échange. Il est évident que ce sont les programmes audiovisuels, et on a à cœur d'avoir énormément d'auteurs et que ceux-ci soient évidemment bien rémunérés pour qu'ils puissent continuer à produire, mais pour pouvoir produire et qu'ils puissent être regardés, il faut les faire vivre, et donc nous parlons d'argent. Moi j'aime bien quand auteurs, producteurs, réalisateurs sont un peu tous ensemble, et c'est pour ça que j'aime bien cette sémantique du créateur de contenu. Eh bien je la partage. Anthony. Oui, merci de me redonner la parole. On va effectivement parler des auteurs, producteurs et tout ce qui compose effectivement la chaîne de valeur intellectuelle. Il y avait une question juste, on me demandait quelle était la nature des synergies entre le groupe Google et le groupe TF1. Je ne peux pas vous répondre, évidemment, ça reste une transaction confidentielle. Alors, quels sont les rapports globaux entre les plateformes de partage et finalement la culture ?
Alors déjà, si on regarde leur rapport avec les sociétés de gestion collective, donc qui représentent les auteurs, les plateformes, après un temps assez court finalement, ont bien décidé de négocier avec les plateformes de partage. Je laisse ça à la table ronde numéro 2 sur la responsabilité, mais on voit déjà une espèce de schizophrénie étrange entre quelqu'un qui se considère comme éditeur et qui agit comme tel, ou quelqu'un qui ne l'est pas sur le plan juridique en tant qu'hébergeur. Ce qui émane de manière radicale du rapport, c'est le rapport à la prise de risque, finalement. On est face à des géants mondiaux. Ils partagent les vidéos, partagent les contenus, partagent un peu la rémunération, mais ils ne partagent pas le risque, en réalité. Et dans un monde où vous avez des puissants... c'est intéressant, par exemple, de voir le comportement d'un Netflix, même si ce n'est pas une plateforme de partage de vidéos, mais par rapport à la symétrie de puissance de négociation, comment traite Netflix ses producteurs. Même s'il a des très bons produits, comment il les traite. En fait, il faut savoir qu'il les traite comme un simple prestataire technique, c'est-à-dire, sur le plan juridique, un producteur exécutif, et qu'il n'est absolument pas rémunéré à la proportionnelle de la rentabilité de l'œuvre à laquelle il a largement contribué, et qu'il est presque dépossédé de tout pouvoir. Et même, on peut aller plus loin. On peut même se dire qu'avec un pouvoir un peu absolu, on peut même contraindre la liberté éditoriale, entre guillemets, ou la liberté de penser, du producteur ou des auteurs en eux-mêmes. Donc là, la question fondamentale dans le débat, c'est... Ce qui est en jeu, là, c'est le nombre, la diversité et l'indépendance des producteurs, et notamment des producteurs indépendants. Aujourd'hui, les chaînes de télévision, elles financent, j'ai envie de dire, les 2/3 en termes de fiction et les 3/4 en termes de cinéma, la production indépendante. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une des valeurs aussi françaises. On a 2 caractéristiques françaises qui font l'exception culturelle. Il y a ça et la chronologie des médias qui permet finalement de booster, en préservant des fenêtres d'exploitation, de booster finalement le côté créatif de la France, puisqu'on booste l'ensemble de la filière. Donc je sais que ce débat est actuellement en jeu, il faut faire très attention, parce que pour moi, c'est pas vraiment une réponse au piratage. Le piratage, c'est tout de suite, gratuit. Aucune chronologie des médias ne pourra aboutir à quelque chose de ce type-là. Donc j'attire votre attention sur la problématique de diversité de sensibilité artistique qui pourrait être tuée s'il n'y a que quelques acteurs qui, in fine, finalement, commandent du contenu. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de garder une diversité dans les acheteurs de contenu pour justement garder la bonne santé des auteurs. Peut-être pour... merci beaucoup. Hélène Chartier, j'ai lu un article dans le Figaro, là, le 29 mai, c'est un entretien avec Marc Prichtar, qui est directeur marketing de Procter & Gamble, qui dit de passer d'un investissement de 3 millions de chaînes sur YouTube à seulement 10 000 chaînes, et d'y réinvestir dans les médias traditionnels pour plus de transparence, de visibilité des publicités, pour une meilleure mesure d'efficacité et d'exposition des marques dans un environnement sain. Est-ce qu'il nous dit qu'en fait, finalement, ici, Internet et le numérique, c'est encore largement l'Eldorado et qu'il peut être extrêmement difficile, finalement, pour les annonceurs de s'y retrouver et qu'il y a un retour sur le marché des médias dits traditionnels, même si j'aime pas tellement ce terme-là? Alors, c'est vrai que c'est un article particulièrement intéressant. C'est un peu dans la publicité digitale... c'est un peu le gourou de tout le monde, ce monsieur Prichard, parce que Procter est le plus gros investisseur en publicité au monde. Donc évidemment, quand il parle, on écoute avec grande attention. Souvent, il insuffle des tendances qui mettent un petit peu de temps à aboutir, mais qui sont quand même assez vertueuses, qui se veulent vertueuses. Mais dans les faits, c'est toujours un petit peu plus long. C'est toujours un peu plus long dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur? Il nous dit, déjà, il nous le disait l'année dernière, que Internet est un média jeune. Il faut quand même le dire. Ça devient un média de masse depuis, on va dire, à peine une quinzaine d'années. Oui. Donc, c'est un média extrêmement novateur, innovant, qui crée sans cesse des nouveaux formats, des nouvelles idées, des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions, qui engendrent des nouveaux problèmes, qui engendrent des nouvelles solutions. Et la plupart du temps, on empile aussi des prestataires technologiques qui ont des bonnes idées à la base, qui, au fil du temps, s'empilent et rendent la chaîne de valeur opaque. Oui. Opaque où, entre l'annonceur et l'éditeur, donc le créateur de contenu, voilà, l'auteur, alors ça peut être le journaliste d'un média, ça peut être un programme télévisuel, entre donc l'annonceur qui donne de l'argent et cet éditeur, il y a une sorte de déperdition de l'argent. Alors on évoque souvent le fait de 100 $ dépensés par un annonceur, au final il ne reviendrait que 40 $
à l'éditeur. Donc, où passent ces fameux 60 $? Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1993, la loi Sapin et l'origine de la loi Sapin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'annonceur et l'éditeur ne voyaient finalement plus où allait l'argent. Et c'était le début de la réglementation, voire de la régulation du secteur de la publicité. Il se passe la même chose? Un poil plus complexe sur le digital, parce que dans cette chaîne de valeur, il y a vraiment des intermédiaires technologiques qui apportent de la valeur. Que ce soit en termes de distribution des publicités, en termes de ciblage des publicités, en termes de... Enfin, bon, je ne veux pas entrer dans cet écosystème qui est quand même assez compliqué. Et en effet, c'est vrai qu'en revanche, on perd souvent la trace entre l'éditeur et l'annonceur ou l'inverse. Donc, il y a une nécessité de recréer de la confiance. Et ce que Mark Pritchard dit depuis 2 ans, en disant il faut finalement savoir où on investit. Et d'ailleurs, alors pour parler des fameux problèmes qu'il évoque, là on a parlé de confiance, il y a des problèmes, je suis désolée, ce ne sont que des anglicismes, des problèmes de brand safety. La brand safety, c'est... Donc la sécurité de la marque. Oui, la sécurité de la marque, c'est-à-dire qu'une marque qui investit sur un site qu'elle ne connaît pas n'est pas sûre finalement de l'environnement, que l'environnement soit bénéfique à sa marque. Donc c'est vrai qu'une marque de luxe a plutôt envie d'être dans un cadre où l'info est traitée, où le contexte est traité de façon professionnelle, plutôt que d'être sur un site, un blog avec des photos plus ou moins. Voilà. Donc on est vraiment dans la notion de qualité et de sécurité et d'environnement propice à l'image de marque. Donc ça, les problèmes de brand safety, on en a vu pas mal et on a vu des cas graves, notamment sur YouTube. Ça s'est passé en Angleterre. L'armée britannique avait un spot qui permettait de recruter et ce spot était diffusé en amorce de propagande pour Daesh. Donc typiquement, là, on a un vrai souci de brand safety. Donc tous ces problèmes de brand safety, ces problèmes d'opacité ont largement décrédibilisé le média Internet. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on est là aussi pour redonner de la crédibilité, de la légitimité, de la performance et surtout rassurer les annonceurs. Tout le monde, ce n'est pas le Bronx, il y a aussi des règles sur Internet. Les acteurs qu'on cite, que ce soit TF1 ou d'autres, je prends TF1 parce qu'il est à côté, mais ça pourrait être n'importe quel... M6, mais ça pourrait les chaînes être de groupe France Le Figaro, Le Bon Coin ou d'autres travaillent aujourd'hui pour rendre ce marché plus responsable, plus propre et éviter que les annonceurs répartissent leur investissement sur des centaines de milliers de sites qui ne sont pas contrôlés en termes de contenu et en termes de publicité ou en termes de contenu publicitaire avec des formats qui s'ouvrent n'importe comment, des contenus qui ne veulent rien dire, des droits d'auteur qui sont bafoués. Voilà. Donc il y a une vraie responsabilité à apporter à ce marché-là et c'est aussi pour ça qu'on travaille là-dessus, et notamment au travers d'un label qui tamponne les sites qui sont respectueux de pas mal autour de 5 thématiques que sont la brand safety, la lutte contre la fraude, l'expérience utilisateur, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Si des plateformes comme YouTube, Facebook, Netflix, ou peu importe, sont aussi puissantes aujourd'hui, c'est parce que leur premier intérêt, c'est l'utilisateur, c'est l'usage, c'est comment elles sont faciles d'accès et comment elles se rendent indispensables. C'est ça, leur premier filtre, c'est se rendre indispensable. Et une fois qu'elles sont indispensables, elles pensent à tout le reste. Donc c'est vrai que c'est comme ça que ces plateformes sont très puissantes. Et elles sont très puissantes aussi parce qu'elles ont des données extrêmement fines. Donc elles allient à la fois une puissance, donc ce qu'on appelle la couverture, le reach, et une capacité de ciblage extrêmement fine. Donc ça, c'est deux atouts qui les rendent incroyablement puissantes. Et ce qu'il faut faire, c'est aller dans cette optique de puissance, mais aussi de capacité de ciblage. Et c'est aussi ça, les mouvements de regroupement des différents acteurs français. Anthony, parce que je vois malheureusement la fin de notre table ronde, même si j'ai tenté en tout cas d'insérer des réponses aux messages SMS, je sais malheureusement je n'ai pas répondu à tout. Peut-être Anthony Level, vous vouliez ajouter un dernier mot ? Oui, juste pour répondre vraiment en 1 minute à une question, téléspectateur, et puis juste peut-être même, je vais peut-être t'aider pour la transition avec la deuxième table, je ne sais pas, je verrai bien. Vous êtes parfait.
Il y avait une question sur est-ce que demain les plateformes vont acheter les droits sportifs. Donc, effectivement, les droits qui sont les plus valorisés, puisqu'ils sont extrêmement fédérateurs et voilà, qui entraînent énormément de choses positives avec eux. Oui, alors il y a des chances qu'effectivement ça finisse comme ça, hein, puisqu'en fait ce qu'on constate sur le marché, c'est que jusque-là, le prix pour l'acquisition de ce type d'événement, c'était à peu près un prix qui pouvait être payé par un groupe de télévision. On voit que depuis quelques années, c'est plutôt des prix qui correspondaient à des groupes telco. Il ne vous a pas échappé que SFR Numéricable avait acquis des droits sportifs assez récemment. Et qu'on va, naturellement, si ce trend continue, on va effectivement vers une acquisition par les GAFA. Il y a déjà eu quelques petites expérimentations qui sont notamment au rapport. La transition, juste, pardon Nathalie, c'est... Je vous en prie. Et les mots-clés ont été énoncés par Hélène, c'est pour faire la transition avec la responsabilité des plateformes. La table numéro 2, c'est... Aujourd'hui, on sait que ces plateformes sont hébergeurs. Certains, comme nous, ont essayé des procès pour modifier ça, ça n'a pas réussi. Moi, ce que je pense, c'est que ces plateformes, du fait notamment de leurs seules faiblesses, qui sont le brand safety et potentiellement des problèmes d'image, mais quand on voit la problématique Facebook aujourd'hui et que personne ne quitte Facebook, on se dit que les problèmes d'image pour les plateformes les plus puissantes ne sera pas véritablement un problème. Donc le brand safety. Le brand safety et la data, deux mots-clés qui ont été utilisés tout de suite. Elles vont devenir éditeurs par ces deux biais-là. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir garantir la sécurité d'un annonceur, vous allez devoir prendre des actions manuelles, comme ça a été le cas dans le programme Google Preferred, qui est un programme de Google pour les annonceurs qui concerne les youtubeurs les plus puissants. Les algorithmes ont été remplacés par des humains avant de mettre une publicité devant. Et ça, en vertu de la CJUE, les dernières affaires en date, ça requalifie un YouTube en éditeur. Le deuxième point, c'est la data. En fait, on n'est pas sur de l'hybridation, comme le veut le titre du colloque, on est sur tout simplement de l'intégration verticale et horizontale, ou autrement appelée pénétration intercouche et intracouche. Ce sont des acteurs qui, à partir du moment où un marché est ouvert, ils l'investissent. Ils l'investissent de la meilleure manière qui soit, de manière très intelligente. Donc, toute cette data, aujourd'hui, la valeur de YouTube, elle n'est pas dans la publicité, elle est dans la donnée, bien sûr. La donnée extrêmement qualitative, puisque c'est vos préférences éditoriales, peut-être même politiques, enfin, on déduit énormément de choses de ce que vous allez visionner, à quel moment vous allez vous arrêter, puisque ces plateformes ont ces informations. Et c'est cette valeur-là qui, couplée à des activités verticales et horizontales du type Google Car, du type e-santé, qui vont véritablement prendre à ce moment-là, elles vont décupler de valeur. À ce moment-là, on est qu'au tout début de l'intelligence artificielle, mais j'attire votre attention sur le fait que pour faire des algorithmes, il faut des partis pris humains, que dans ces partis pris, quand on ne les connaît pas, on est face à une opacité totale, et ben, il peut y avoir des partis pris pro-piratage, je dis n'importe quoi, des partis pris pro-fake news, je dis n'importe quoi, il peut y en avoir, on ne sait pas. Donc en fait, il faut aller vers plus de transparence, et tant qu'on n'y sera pas, je pense que les plateformes, elles risquent avec l'intervention humaine au travers des algorithmes. Et au travers de l'intervention humaine pure, au travers de brand safety, je pense qu'elles vont passer le cap de l'édition. Et là, elles vont se retrouver avec tout le canevas que connaissent bien les acteurs traditionnels. Et là, ce sera plus, j'ai envie de dire, le même terrain de jeu pour pouvoir effectivement conquérir des parts de marché. Merci beaucoup. Merci à vous. Clairement, nous sommes en mouvement, pour ne pas dire en marche. On est en état clairement de transition. On a des... oui, et en même temps, oui. On est effectivement dans ce mouvement d'évolution. La directive SMA est quand même, ce nouveau cadre qui est en train de se dessiner, est une grande avancée. Néanmoins, demeurent des questions évidentes que vous avez relevées ici de protection des consommateurs, mais aussi de loyauté des plateformes, de loyauté des algorithmes, et c'est en ce sens, et de propriété intellectuelle, de code de propriété intellectuelle. On voit bien que finalement, dans la loi de 86, les principaux piliers de la loi, qui sont la protection, la diversité, le pluralisme, le financement de la création, continue finalement dans l'ère des années 2010-2020 qui est devant nous, qui se renforce, qui n'ont jamais eu autant besoin finalement de ce pilier-là, mais qu'en même temps, de nouvelles questions se posent, et ces questions sont effectivement, vous l'avez très bien dit Anthony, liées à la loyauté des plateformes, liées à la data, à cette fameuse data et ce qu'on va pouvoir en faire. Et je pense qu'effectivement, dans la question évidemment de ce que sont les plateformes et de la position qu'ils occupent, et est-ce que finalement leur position de simple hébergeur est encore quelques mois tenable ou quelques années, eh bien, je pense que ce sera effectivement l'objet, en tout cas, de la deuxième table ronde. Merci à tous, merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des SMS. Je pense que ça a beaucoup enrichi le débat. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci.